Pendant près de 100 ans, deux des plus grands génies de l'histoire de la physique se sont affrontés sur une question fondamentale, concernant la nature même de l'univers. Et pendant tout ce temps, personne n'a pu départager ce débat légendaire, car la technologie n'existait tout simplement pas. Mais dans l'année qui vient de s'écouler, 2025, qui a été déclarée au passage par l'ONU l'année internationale des sciences quantiques pour célébrer le centenaire de la mécanique quantique, deux équipes de chercheurs, l'une située en Chine et l'autre aux États-Unis au MIT, viennent de trancher définitivement ce débat historique. Et le verdict est sans appel, Albert Einstein s'était trompé. Bonjour à tous. Attention, avant d'aller plus loin, restez bien jusqu'à la fin comme d'habitude, car ce que ces expériences nous révèlent sur le fonctionnement de l'univers va probablement vous surprendre. Et ce n'est pas juste une question de qui avait raison entre deux physiciens ultra célèbres. C'est une révélation sur les limites fondamentales de ce que nous pouvons connaître de la réalité elle-même. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Revenons à 1927, lors de la célèbre conférence Solvay à Bruxelles. Cette photo historique, que vous avez déjà certainement vu passer, réunissait les plus grands esprits scientifiques de l'époque. Et au cœur même de cette assemblée de génies, un affrontement intellectuel allait marquer l'histoire des sciences pour le siècle à venir. D'un côté, vous avez Albert Einstein, de l'autre, Niels Bohr. Leur sujet de discorde est assez simple, c'est le principe de complémentarité. Pour comprendre leur désaccord profond, il faut d'abord parler de l'expérience des fentes de Young. Une des expériences les plus connues si vous avez fait des études en sciences, si vous travaillez dans la science, si vous y intéressez un minimum, vous connaissez cette expérience. Donc réalisée pour la première fois en 1801. Quand vous envoyez de la lumière à travers deux fentes étroites, vous obtenez sur l'écran situé derrière un motif d'interférence, des bandes alternées de lumière et d'obscurité. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais ce motif-là prouve que la lumière se comporte comme une onde. Mais voici où ça devient étrange, quand vous essayez de déterminer par quelle fente chaque photon est passé, eh bien le motif d'interférence disparaît et la lumière se comporte alors comme une particule. Bohr affirmait que c'était une règle fondamentale de la nature. Vous ne pouvez jamais observer simultanément les propriétés d'onde et de particules de la lumière. C'est l'un ou l'autre, jamais les deux en même temps. Einstein trouvait cette idée insupportable. Pour lui, chaque particule devait avoir une position ainsi qu'une vitesse définie à tout moment. Il a d'ailleurs prononcé cette phrase devenue célèbre. Il disait « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Pour prouver que Bohr avait tort, Einstein a imaginé une modification astucieuse de l'expérience. Il a proposé d'installer la première fente sur des ressorts ultrasensibles. L'idée était brillante. Quand un photon traverse la fente, il lui donne une minuscule impulsion, un léger coup de coude. En mesurant ce mouvement, on pourrait théoriquement savoir par quelle fente le photon est passé tout en conservant le motif d'interférence sur l'écran. Si ça fonctionnait, le principe de complémentarité de Bohr s'effondrait. Bohr a alors répondu avec une contre-argumentation subtile mais dévastatrice. Il a fait remarquer que pour que la fente soit assez sensible pour détecter l'impulsion d'un photon, elle devrait être si légère qu'elle obéirait elle-même aux lois de la quantique. Et selon le principe d'incertitude de Heisenberg, si vous connaissez précisément la quantité de mouvement de la fente, sa position devient floue. Et cette imprécision brouillerait automatiquement le motif d'interférence. Le problème, c'est que cette expérience de pensée est restée pendant près d'un siècle une expérience de pensée. La technologie n'existait tout simplement pas pour créer une fente suffisamment légère et sensible pour détecter le passage d'un seul photon. Et c'est là que l'année 2025 rentre en jeu de manière spectaculaire. En juillet, une équipe du MIT dirigée par le prix Nobel Wolfgang Ketterl a réalisé ce qu'ils appellent la version la plus idéalisée de l'expérience des deux fentes jamais conduites. Leur approche était radicalement différente. Ils ont utilisé des atomes individuels refroidis au laser comme fentes. Ces atomes, refroidis à des températures proches du zéro absolu et piégés dans un réseau de lumière laser, sont devenus les plus petites fentes que l'on puisse construire. L'équipe a alors fait passer des photons à travers ces fentes atomiques et a observé ce qui se passait quand un photon froissait légèrement un atome en passant. Les résultats ont confirmé exactement ce que Bohr avait prédit. Dès qu'il est possible d'obtenir une information sur le chemin emprunté par le photon, même indirectement à travers le mouvement d'un atome, eh bien le motif d'interférence s'estompe.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En décembre, une autre équipe, dirigée par le physicien quantique chinois Pam Jinwei, surnommé le père de la physique quantique en Chine, rien que ça, a poussé l'expérience encore plus loin. Son équipe à l'Université des sciences et technologies de Chine a utilisé un seul atome de rubidium piégé dans une pince optique et refroidi jusqu'à son état fondamental de mouvement. Cet atome unique est devenu la fente mobile en quelque sorte imaginée par Einstein il y a près de 100 ans. Maintenant, voici ce qui rend cette expérience particulièrement élégante. En ajustant la profondeur du piège laser qui maintient l'atome en place les chercheurs pouvaient contrôler précisément l'incertitude de position de l'atome. Quand l'atome était faiblement maintenu, il oscillait suffisamment pour révéler la trajectoire du photon. Mais alors, le motif d'interférence disparaissait. Quand l'atome était fermement maintenu, son oscillation devenait indétectable. Le chemin du photon restait inconnaissable et les interférences réapparaissaient. Encore une fois, exactement comme Bohr l'avait prédit. Les chercheurs ont même pu observer une transition graduelle entre le comportement ondulatoire et le comportement particulaire en ajoutant progressivement le degré de flou quantique de l'atome. En gros, cela veut dire que plus ils essayaient de mesurer précisément l'impulsion reçue par la fente, et plus l'intégration quantique entre le photon et l'atome augmentait, et plus le motif d'interférence se brouillait. C'est une confirmation directe et spectaculaire du principe de complémentarité. Ce qui est remarquable dans ces deux expériences, c'est qu'elles démontrent que ce n'est pas la mesure elle-même qui détruit le motif d'interférence, c'est l'intrication quantique. Cette connexion mystérieuse dont vous avez déjà entendu parler entre deux particules, qui en était le vrai responsable. Comme l'a souligné l'équipe du MIT, ce ne sont pas les ressorts imaginés par Einstein qui comptent, c'est le flou quantique des atomes et leur intrication avec les photons. Les réviseurs de l'étude chinoise, publiée dans Physical Review Letters, ont qualifié l'expérience de, je cite, contribution significative au fondement de la mécanique quantique, et de, je cite à nouveau, réalisation de manuel d'une expérience de pensée vieille d'un siècle. De son côté, Wolfgang Ketterl du MIT a déclaré que Einstein et Bohr n'auraient jamais imaginé qu'il soit possible un jour de réaliser une telle expérience avec des atomes et des photons individuels. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment pour notre compréhension de l'univers ? Eh bien, ces expériences confirment une chose assez étrange, et c'est que la nature possède une sorte de paramètres de confidentialité intégrés. Quand vous essayez de tricher en observant la fente, l'univers brouille les résultats pour garder ses secrets. Ce n'est pas une limitation technologique, c'est une règle fondamentale de la réalité. Et c'est quelque chose qui a fait tourner la tête à beaucoup de gens, et qui en fait tourner la tête à beaucoup de gens aujourd'hui encore. Cette découverte marque également ce que les chercheurs appellent une transition quantique vers classique, c'est-à-dire le point précis où les étrangetés du monde quantique cèdent la place au comportement plus familier de la physique classique. C'est comme si nous avions trouvé la frontière exacte entre deux royaumes de la réalité. Et il y a quelque chose de poétique dans le fait que ces découvertes arrivent précisément en 2025, l'année dernière, l'année choisie par les Nations Unies pour célébrer le centenaire de la mécanique quantique. Comme l'a souligné Yu-Kung Lee, la co-auteure de l'étude du MIT, je cite, « C'est une merveilleuse coïncidence de pouvoir clarifier cette controverse historique la même année où nous célébrons la physique quantique. » Einstein avait donc tort sur ce point précis, mais en se trompant, il a posé la question qui a guidé la recherche pendant un siècle tout entier, et qui a finalement conduit à ces expériences-là extraordinaires. C'est peut-être là la plus grande leçon à retenir. Même les erreurs des génies, font que nous repoussions les frontières de notre compréhension. C'est assez dingue à y penser. Bref, ces résultats ouvrent également de nouvelles perspectives. L'équipe de Pam Jinwei prévoit d'utiliser leur dispositif expérimental pour explorer d'autres questions encore non résolues de la physique quantique, notamment la relation entre la décohérence et l'intrication quantique. De leur côté, l'équipe du MIT veut observer ce qu'il se passe quand il y a deux atomes par site dans leur réseau au lieu d'un seul. Et si vous vous demandez ce que la physique quantique a à voir avec votre vie quotidienne, réfléchissez à ceci. Les principes que ces expériences viennent de confirmer sont à la base des technologies quantiques de demain. L'ordinateur quantique, la cryptographie quantique, les capteurs quantiques, etc. j'en passe. Tout cela repose sur ces mêmes propriétés étranges que Einstein trouvait si inconfortables. Si ces avancées en physique quantique et en intelligence artificielle vous fascinent, si vous vous demandez comment ces technologies vont transformer notre monde dans les prochaines années, et si vous voulez être préparé pour comprendre et utiliser ces outils qui redéfinissent notre époque, alors j'ai quelque chose pour vous.
J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.